Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à notre 11e webinaire du Reprend, le réseau des pathologies agricoles, respiratoires agricoles nationales. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet, donc pour l'asthme professionnel et mesures de prévention en milieu agricole. Nous aurons une présentation du docteur Muriel Audebert d'Espagne, médecin du travail, spécialiste en pathologie professionnelle et environnementale au CHU de Bordeaux, ainsi que monsieur François Bailly, conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA d'Île-de-France. On aura une intervention d'environ 1 heure. Les questions que vous pouvez poser, vous pouvez les mettre directement dans la conversation et on y reviendra au moment donné. Voilà. Je vous souhaiterais un très bon webinaire. Donc bonjour à tous, donc je suis le docteur d'Espagne, en effet, donc je suis médecin à la consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Bordeaux. Je suis médecin du travail et je suis également allergologue de formation. Donc moi je vais vous parler de l'asthme professionnel, surtout pour la partie médicale, et puis je laisserai François faire la partie prévention. Voilà, on va plutôt parler d'asthme en relation avec le travail, qui comprend en effet l'asthme professionnel et l'asthme exacerbé ou aggravé par le travail, et comme vous le voyez donc sur ce schéma. Donc l'asthme en relation avec le travail représenterait à peu près 10 à 25% des asthmes de l'adulte, avec donc l'asthme professionnel. Alors l'asthme professionnel, selon une définition de Tarlot en 2005, c'est un asthme de novo induit par le travail, ou encore un asthme quiescent qui, par des nuisances en lien avec le travail, va réapparaître. Donc cet asthme professionnel, il a soit des mécanismes immunologiques, donc c'est l'asthme allergique, ou alors non immunologique, c'est ce qu'on appelle l'asthme induit par les irritants. Et on évoquera également l'asthme exacerbé par le travail. Alors là, ce sont des données que l'on récupère du réseau national de prévention, de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles et environnementales. Ce réseau réunit l'ensemble des centres de pathologie professionnelle et environnementale. D'ailleurs, la MSA, la CPAM, l'INRS, Santé publique France, Société française de santé au travail sont partenaires, et c'est l'ANSES qui en est l'annuateur depuis 2010. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces données? Bon, ce sont des données qui peuvent concerner à la fois la MSA, mais également la CPAM. Donc, sur 2001-2009, par exemple, 2914 cas d'asthme. On a vu une baisse significative des asthmes en lien avec le latex. Alors là, c'est plutôt des asthmes immunoallergiques et qui sont étroitement liés avec les mesures de prévention qu'on a mis en place en supprimant les gants poudrés, notamment dans les milieux hospitaliers où ils étaient beaucoup utilisés. Et on a également une chute des asthmes avec les isocyanates et les aldéhydes. Par contre, on voit énormément monter les asthmes en lien avec les ammonium quaternaires, qui sont des biocides que l'on retrouve dans tout ce qui va être entretien, mais probablement également à la MSA. Je n'ai pas trop de recul par rapport à tous les postes en MSA, mais voilà, sont des éléments à noter. Si on voulait quelques chiffres en milieu agricole, alors c'est vrai qu'en milieu agricole, on a des données un petit peu contradictoires, parce que en effet, dans ce milieu-là, on a plutôt des asthmes de type inflammatoire, et a priori, on dit protecteur pour l'asthme allergique. Alors, ça serait en lien avec des réponses immunitaires. L'asthme allergique a plutôt un profil TH2, et il semblerait que dans le milieu agricole, la stimulation précoce par différents antigènes serait plutôt protecteur. Mais bon, là, ça reste encore, c'est des choses qui sont dites, mais pas certaines. Je vous ai mis quelques chiffres sur une étude, donc l'étude Airbag, qui est une étude à la base sur la BPCO, mais il y a une étude annexe qui a été faite, et sur 603 agriculteurs laitiers, la prévalence de l'asthme est de 6%. Mais par contre, pas de facteur professionnel identifié comme facteur de risque dans ce milieu agricole. Quelques chiffres aussi pour les pesticides issus de la cohorte française Agricon, où
où il est montré une association positive avec des expositions aux pyrétrinoïdes. Vous savez que maintenant, tout ce qui est organophosphoré, tous ces pesticides-là, organochlorés, sont en nette diminution au profit des pyrétrinoïdes. Et donc, cette exposition aux pyrétrinoïdes augmenterait le risque d'asthme. Alors, visiblement chez la femme, mais pas chez l'homme. Et chez les femmes, on a une prévalence plus élevée d'asthme de 7,8% contre 6,5% pour les hommes. Bon, justement, ça serait un lien pour les femmes avec une prépondérance d'asthme allergique. Bon, ça, ce sont des données issues d'études que je voulais vous transmettre. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur le mécanisme des asthmes professionnels. Donc, je vous ai dit, dans ces asthmes professionnels, il y a des asthmes immunoallergiques et des asthmes induits par les irritants. Donc, on va commencer par les asthmes immunoallergiques qui sont donc induits par des sensibilisants. Ça représente à peu près 80% des asthmes professionnels. Ils répondent donc à des mécanismes soit de type IgE médié, soit de type non IgE médié. Alors, pour les mécanismes IgE médiés, ça intéresse plutôt des agents de haut poids moléculaire. Donc, ça concerne des agents protéiques d'origine animale, végétale ou enzymatique. Il y a toujours un petit temps de latence, la phase de sensibilisation, je vous expliquerai ça juste après. Et puis à côté de ça, on a des agents de bas poids moléculaire qui vont plutôt concerner les agents chimiques, où là, les mécanismes immunologiques sont multiples, variés, complexes. Et c'est important de le savoir parce que du coup, le diagnostic, il va être essentiellement clinique. On ne va pas avoir de tests cutanés qui vont nous permettre facilement de mettre en évidence ces mécanismes-là. Et quand on sait que les tests de provocation sont potentiellement dangereux, on va pas pouvoir le prouver de façon certaine par des tests ou de provocation des tests cutanés. Alors là, juste pour vous rappeler donc les agents de haut poids moléculaire, donc ce sont des protéines ou des polysaccharides. Il est toujours important, du fait de ce mécanisme IgE médié, de rechercher des rhinites associées, parce qu'il faut se dire que la muqueuse nasale, muqueuse bronchique, on va dire même combat. Donc vraiment chercher de façon précoce quand on sait que du personnel agricole ou autre d'ailleurs est exposé à des protéines multiples et variées, Dieu sait s'il y en a dans le milieu agricole, de rechercher ces rhinites associées pour rechercher justement ce mécanisme IgE médié. Et en général, les manifestations cliniques sont assez immédiates par rapport au contact avec l'antigène. Dans les protéines de bas poids moléculaire, donc qui concernent les agents chimiques et les métaux, cette rhinite justement, elle peut être présente, mais elle est moins évidente. Et justement, là, il y a rarement des mécanismes IgE médiés, et c'est pour ça que je vous disais qu'en termes de tests cutanés, ça sera plus difficile à mettre en évidence et que la clinique sera essentielle. Et voilà, avec des réactions qui, par rapport au contact, peuvent être, vous voyez, avec des chiffres très variés, soit immédiates, soit tardives, soit mixtes, soit complètement atypiques. Donc, pas évident à mettre en évidence. Alors, je ne serais pas allergologue si je ne vous faisais pas un petit schéma là, un peu immunologique pour vous faire un rappel de l'hypersensibilité immédiate et pour expliquer ces mécanismes avec cette phase de sensibilisation ou après contact avec donc des protéines animales, végétales, enzymatiques. Comme je vous ai dit, la cellule présentatrice d'antigène prend en charge cet allergène, va le présenter aux lymphocytes T qui vont se transformer plutôt vers un mécanisme avec un profil immunitaire de type Th2 qui va donc libérer des interleukines 4, 10 et 13 pour stimuler les lymphocytes qui vont donc pouvoir produire des immunoglobulines E qui vont ensuite aller se fixer sur les cellules effectrices de l'allergie, donc les mastocytes, les basophiles, les macrophages, les éosinophiles. Et lors d'une phase de déclenchement, alors cette phase de sensibilisation, elle peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis, à un moment, il y a une phase de déclenchement où, après contact avec l'allergène va se fixer,
va ponter les IgE et va entraîner une activation, une stimulation des basophiles et des mastocytes et va être responsable donc de la phase avec la dégranulation et de tout ce que l'on va pouvoir observer lorsqu'on a une réaction allergique avec tous ces libérateurs de médiateurs et donc tout ce qui va être phénomène d'œdème, de vasodilatation, voilà, d'inflammation et entraîner donc cette réaction-là. Alors vous voyez que bon, l'agriculture semble plus concernée sur ce tableau par, en tout cas, par tout ce qui va être les protéines de haut poids moléculaire, les antigènes de haut poids moléculaire. Mais je suis persuadée, parce que je n'ai pas tous les, mais qu'on retrouve également des produits chimiques lors de l'entretien des bâtiments, l'utilisation de peintures, potentiellement de produits de biocides pour désinfecter certains secteurs. Mais bon, là, en tout cas, sur ce schéma-là, on voit que c'est surtout pour des protéines de haut poids moléculaire que l'agriculture semble concerner. Mais bon. Il y aurait plus de 400 agents sensibilisants identifiés, mais seulement une dizaine d'allergènes seraient impliqués dans la majorité des asthmes professionnels. Donc là encore, c'est vrai qu'on a l'impression que les métiers que l'on voit ressortir sont plutôt des métiers qui sont CPAM, mais bon, donc les boulangers, les pâtissiers, les métiers de la santé de la petite enfance, les coiffeurs, les peintres, peinture industrielle, mais les travailleurs du bois qu'on peut avoir aussi en MSA et les personnels d'entretien. Il y a une relation dose-réponse entre le niveau et la durée d'exposition. Ça aussi, c'est pareil, c'est important quand on interroge un patient de rechercher quand même un pic d'activité, une notion de peut-être travailler plus vite, peut-être plus d'heures, plus d'exposition à un moment et qui vont pouvoir expliquer qu'on passe d'une phase de sensibilisation à une phase de déclenchement. Donc peut-être aussi avec des moindres mesures de prévention et donc des pics antigéniques qui seront importants à rechercher. Bon, après ça, c'est ce que l'on retrouve un petit peu dans tout ce qui est profil allergique. Il faut toujours rechercher des allergies croisées avec des facteurs environnementaux. Les atopiques vont pouvoir se sensibiliser déjà par leur environnement personnel, en plus de leur environnement professionnel. Il faut savoir le rechercher aussi. Quelquefois, on a des allergies alimentaires pollen. On peut avoir chez les gens qui vont travailler peut-être avec les poissons, on peut avoir des allergies croisées aussi, acariens, crevettes ou des choses comme ça qui sont importantes à connaître parce qu'en fait, il y a des protéines qui sont communes à des allergènes qui sont issus de familles qui peuvent paraître différentes justement. Et donc ça aussi, c'est important dans l'interrogatoire à bien rechercher toute cette symptomatologie-là. L'atopie a un rôle, mais uniquement pour les asthmes allergiques, avec des antigènes de haut poids moléculaire. Il n'y a aucun lien pour tout ce qui va être produits chimiques et métaux. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Le tabac est un facteur favorisant pour son côté a priori irritant, mais bon, sur le plan expression clinique, ça reste controversé. Puis après, il y a tout ce qui est génétique, épigénétique qui peut jouer un rôle. On va passer maintenant, j'espère que j'ai été claire, on va passer donc, on a vu donc les asthmes professionnels, donc 80% des asthmes d'origine immunoallergique. Il reste quand même les asthmes induits par les irritants, qui représentent 20% des asthmes professionnels. Alors, ce schéma, pour vous montrer qu'il y a des asthmes induits par les irritants dits certains, on a une exposition forte à ce moment-là à un irritant avec une symptomatologie qui arrive de façon quasi instantanée. Hein, il y a plus cette phase de latence.
Et à côté, on en parlera tout à l'heure, on a les asthmes moins évidents, probables, liés en fait à des expositions à des doses répétées, plus ou moins importantes. Et puis après, on peut avoir des asthmes probables, ou alors là, c'est plus une définition épidémiologique, où on peut avoir donc des petites expositions à des doses qui vont agir de façon plus sournoise. Alors, on va d'abord discuter donc de ces fortes expositions, à des irritants chimiques le plus souvent. Et on va parler, donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Brooks, ou le RATS syndrome, c'est-à-dire le syndrome de dysfonction des voies aériennes supérieures, qui avait été décrit en fait dès la Première Guerre mondiale, avec des expositions à des fumées, à des gaz, à de nombreuses particules. Et puis Brooks a décrit ça en 1985. Avec 8 critères diagnostiques. Donc, c'est vraiment un asthme induit par les irritants certains, c'est-à-dire que vraiment, on a un accident, on n'a pas de plainte antérieure, on n'a pas d'antécédent d'asthme, et tout à coup, on a une apparition de symptômes aigus, donc après un accident unique. Alors, aigus, qui apparaissent donc dans les 24 heures. Il y a vraiment une exposition à de très fortes concentrations à un irritant, avec des symptômes qui peuvent persister 3 mois, mais également au-delà. On peut avoir plusieurs types de symptômes. Soit on a vraiment des symptômes d'asthme avec un trouble ventilatoire obstructif qui pourrait être visualisé sur des explorations fonctionnelles respiratoires, mais on peut avoir des symptômes qui vont plus être une dyspnée, une toux persistante, qui vont évoquer un asthme, mais plus une hyperréactivité bronchique, et qu'on pourra mettre en évidence par des tests à la métacholine, justement pour rechercher cette hyperréactivité bronchique et faire le diagnostic d'asthme. Donc, ces 8 critères sont importants à connaître et à rechercher pour pouvoir parler de RATS ou de Brooks. Alors, les consignes, il n'y a pas de recommandation malheureusement spécifique pour la surveillance. Au vu des données dans de la littérature, on peut alors pas faire une exploration dans l'immédiat, mais dans les 7 jours qui suivent l'exposition aiguë. Il serait bien de pouvoir renouveler l'exploration respiratoire à 1 et à 3 mois. Mais même si elles sont normales, mais qu'on a toujours une symptomatologie qui est présente, ne pas hésiter à faire ce test d'hyperréactivité bronchique non spécifique pour poser le diagnostic, et à le renouveler si besoin, si les symptômes persistent. Donc, on peut avoir, à côté de cet asthme certain induit par les irritants, on a ces asthmes toujours induits par les irritants, mais pour des expositions qui sont plus frustres, plus régulières ou pas, mais en tout cas moins importantes, moins majeures, et qui vont quand même entraîner une altération de la muqueuse bronchique, et pouvoir donner un asthme induit par les irritants. Donc après, la physiopathologie de ces asthmes, c'est probablement une altération de l'épithélium bronchique, avec une réponse inflammatoire à ces agressions répétées liées aux irritants, une probable atteinte des terminaisons nerveuses, qui va entraîner potentiellement un remodelage des voies aériennes, faciliter justement la perméabilité par ces irritants, le passage à des sensibilisants qui va majorer encore la réaction, et justement altérer le seuil des récepteurs et être responsable de cette hyperréactivité bronchique qui peut être persistante. Alors, que ce soit pour le RATS certains, ou le low RATS, comme on dit, pour des doses moindres, quels sont les responsables? Tous les agents ayant des propriétés irritantes peuvent être responsables. Donc, dans le milieu agricole, il y en a aussi. Donc, d'autant plus si c'est sous forme facilement inhalable, donc vapeur ou aérosol. Donc des gaz, des particules, des produits chimiques divers et variés, comme vous voyez, l'ammoniac, dioxyde de soufre.
Voilà, les isocyanates, les acides, les bases, les aldéhydes, les solvants, les pesticides, et puis tout ce qui va être fumé, qu'on peut rencontrer largement aussi en milieu agricole. Donc, toujours dans les asthmes en relation avec le travail, à côté de ces asthmes professionnels qui étaient ma thématique du jour, mais je ne peux pas passer sans évoquer non plus, parce que ça fait aussi partie des facteurs professionnels, l'asthme aggravé par le travail. Donc, c'est un asthme qui est existant, atopique, qui serait allergique à des acariens, à des fanères d'animaux, et qui, du fait de son travail, va pouvoir être exposé à plusieurs. Ça s'est déplacé là, donc la photo là vous bloque un peu, mais va pouvoir être exposé à des facteurs professionnels non spécifiques, soit parce qu'il travaille au froid, soit parce qu'il travaille à l'humidité, soit parce qu'il travaille à l'extérieur, il fait des efforts physiques importants. Il y a des facteurs psychologiques qui peuvent jouer aussi. Ces asthmes-là, forcément, ont un impact médical qui va être plus important que le patient qui va être asthmatique, ou il va avoir à maîtriser son environnement personnel, mais s'il a en plus à maîtriser son environnement professionnel, ce qui n'est pas toujours évident, l'impact médical va être tout aussi important. Alors moins important qu'un asthme, c'est plus facile à contrôler qu'un asthme professionnel, mais malgré tout, ça reste quand même une difficulté, et la question du maintien au poste pourra toujours se poser, surtout si les symptômes persistent, et puis il y a des facteurs que l'on peut difficilement maîtriser. Alors le travail au froid, on peut toujours proposer une écharpe sur le nez pour réchauffer l'air, pour éviter quand même des réactivations. Mais enfin bon, dans le cadre professionnel, ça pose quand même quelques difficultés. Voilà. En tout cas, l'impact médical en fonction de la sévérité du recours aux soins peut être tout aussi important que l'asthme professionnel, et avoir un impact médico-social tout aussi important. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu tous les phénotypes possibles d'expression de cette pathologie qu'est l'asthme, il faut le confirmer, parce qu'avoir des symptômes, c'est important, mais pour pouvoir à un moment, même ne serait-ce que demander une réparation, il faut pouvoir identifier bien la pathologie. Donc, confirme mélasme. Bon, alors il y a les variations du débit expiratoire de pointe. Alors, ça paraît facile à faire, puisque bon, le salarié peut avoir ça sur son lieu de travail, faire un journal, prendre plusieurs mesures et montrer des variations du débit expiratoire de pointe en fonction de ses activités pour pouvoir nous aider. Le seul problème, c'est quand même très dépendant du salarié, de sa technique. Donc, bon, mais ça peut aider. Après, bien sûr, avoir une exploration fonctionnelle respiratoire ou un test d'hyperréactivité bronchique. La problématique, c'est d'avoir accès à cet examen-là rapidement, et pouvoir le faire pas après les périodes de vacances, mais après les périodes où votre salarié est exposé, pour avoir quelque chose qui est quand même assez représentatif de ses expositions professionnelles. Très important, et qui est à rechercher, c'est la rythmicité par le travail. C'est de bien connaître l'environnement de travail pour justement pouvoir être alerté. Ah ben tiens, oui, il a un travail en effet qui l'expose à des allergènes ou à des irritants potentiels. Donc, bien connaître cet environnement de travail, et puis rechercher aussi les facteurs d'aggravation non professionnels, et avec l'environnement de travail pour ces asthmes également exacerbés par le travail et par l'environnement personnel. Donc, on voit que l'interrogatoire permet déjà de bien orienter, mais bon, encore faut-il bien rechercher la latence, pas de latence, l'accident aigu qui pourra nous orienter vers plutôt un mécanisme immunologique ou non immunologique, ou un accident. Bon, l'accident est quand même assez évident. Donc, il doit y avoir une bonne collaboration entre le médecin généraliste, qui souvent peut-être avoir quelques informations sur le début de la symptomatologie, le pneumologue si on peut avoir accès, l'allergologue, et puis bien sûr le médecin du travail, qui a vraiment son rôle dans la connaissance du poste de travail.
Après, bien sûr, comme toute pathologie, on recherche les données personnelles, avec notamment les antécédents d'asthme, les autres manifestations d'atopie qui pourront nous orienter quand même aussi peut-être vers un asthme immunoallergique. On fait données professionnelles avec le calendrier professionnel. Bon, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous connaissez bien la description du poste. Donc, bien rechercher la rythmicité des symptômes. Là aussi, je vais passer très vite parce que je pense que voilà, vous connaissez tous donc l'exploration fonctionnelle respiratoire avec la recherche d'un trouble ventilatoire obstructif. J'ai juste une petite information à vous donner. Bon, là, dans la majorité des centres et même la majorité des pneumologues, on parle encore de TIFNO qui, pour parler d'asthme, doit être inférieur à 70%. Et avec un test de réversibilité, avoir une variation du VEMS de plus de 12%. Mais maintenant, il y a un changement de norme et on parle de la GLI, qui est une norme plus internationale avec un Z-score où pour être dans leur normalité, pour l'ensemble des paramètres, il faut être entre moins 1,64 et plus 1,64. Bon, on commence à le voir apparaître sur les rapports qui nous sont rendus d'exploration fonctionnelle respiratoire. Voilà. Donc, si vous l'avez, peut-être que vous connaissez déjà ça. Et quand on a une symptomatologie évidente, même lorsqu'on a une exploration fonctionnelle respiratoire normale, il faut savoir d'abord la répéter et puis ne pas hésiter à faire un test d'hyperactivité bronchique à la métacholine pour rechercher quand même un asthme. Donc j'aime bien ce schéma, je ne vais pas le reprendre, mais ça permet comme ça de pouvoir avancer dans le diagnostic positif d'asthme et dans les mécanismes potentiellement mis en place. Donc le temps passe, je vais continuer d'avancer. Alors là, je vais aller très vite puisque François va vous en parler tout à l'heure, mais bon, on ne peut pas quand même en tant que médecin du travail parler d'asthme sans parler de prévention. Donc prévention primaire qui consisterait à supprimer les expositions aux antigènes. Bon, ça c'est compliqué, mais au moins essayer de réduire les expositions par des mesures de prévention que je pense François va aborder tout à l'heure pour limiter les charges allergéniques, limiter l'exposition aux irritants, par quelquefois simplement des techniques de travail qui peuvent largement aider. Quand on est amené à voir un jeune patient qui va peut-être s'orienter dans l'agricole ou même dans d'autres métiers, s'il est atopique, on ne va pas lui fermer la route pour son futur métier, mais par contre, on va essayer. Alors c'est pas compliqué pour nous, pour un boulanger, parce que c'est vrai que mais bon, il y a des possibilités, même en boulangerie, pour donner des bonnes consignes de travail, pour qu'ils puissent essayer de maîtriser autant que faire se peut l'exposition aux allergènes et faire que son terrain atopique sera un facteur de risque pour développer une allergie potentiellement à la farine de blé qui, quelquefois, sera compliqué après pour le maintenir au poste. Mais on peut en tout cas l'atopie ne doit pas être un élément pour le mettre inapte d'emblée. Bon, il faut informer et former, parler des préventions collectives et individuelles. Ensuite, bon, après la prévention primaire qui est essentielle et qui peut être faite en amont, il y a la prévention secondaire. Eh ben justement, avec l'interrogatoire, essayer de rechercher très précocement des symptômes de rhinite qui pourront peut-être nous permettre de mettre en place des mesures pour éviter que ça évolue vers un asthme et puis réaliser régulièrement des courbes des bivolumes et essentiellement quand même centré sur la clinique. Mais bon, faire une spiro de temps en temps pour voir comment ça évolue, c'est pas mal. Et ensuite, bon, la prévention, là, on est déjà malade. Donc là, on en est au stade de la prise en charge médicale et socio-professionnelle. Donc, on arrive justement sur cette partie-là. Ça y est, on sait que c'est un asthme professionnel, un asthme préexistant. Donc, on en a déjà parlé. On va voir le poste de travail. On essaie de voir si on peut faire une éviction ou au moins diminuer au maximum l'agression par ces nuisances, qu'elles soient allergiques ou irritantes, par de la prévention collective qui doit bien sûr être privilégiée. La prévention individuelle reste compliquée. On ne peut pas travailler avec un masque 8 heures par jour.
Donc tout ça pour essayer de voir si on peut maintenir au poste, oui, non, demander une réparation, bien sûr en parallèle le traitement et voir ce qui peut être fait au niveau prise en charge médicale, parce que se discute l'aptitude au poste. Voilà. Donc, je vais passer vite maintenant. On va arriver sur la réparation. La réparation, bon, pour ce qui va être RATS ou syndrome de Brooks, bon, là, il y a un accident, donc c'est évident. Donc, c'est déjà, ça peut être pris en charge au titre de l'accident du travail. Et ensuite, lorsque c'est des agressions, alors que ce soit l'asthme immunoallergique ou peut-être l'asthme induit par les irritants sur des doses, donc comme je vous ai dit, plus régulières et plus faibles, se poser la question de la maladie professionnelle. Alors dans le régime CPAM, donc dans le régime, il n'y a pas de distinction entre l'asthme professionnel et l'asthme aggravé. La terminologie allergique a été supprimée dans le régime CPAM, pas pour le tableau 45 du régime agricole, qui lui a toujours prend en charge donc les affections respiratoires de mécanismes allergiques. Alors il n'y a pas toujours besoin de tests cutanés, mais en tout cas, voilà, il y a cette pathologie-là avec justement le diagnostic de l'asthme, ce côté rythmicité, avec cette exposition qui fait que ça entraîne systématiquement des symptômes. Bon, le délai de 7 jours. Et par contre, dans le régime agricole, la liste des principaux travaux, elle est indicative. Donc, elle est relativement large, ce qui n'est pas le cas dans le tableau 66 où il s'agit d'une liste limitative. Donc, il faut vraiment qu'on puisse mettre en évidence que par l'étude de poste que votre salarié va être exposé à cette liste-là quand on a posé le diagnostic. Voilà. Là, je vais passer très vite parce qu'il est déjà 38 et je pense que François a pas mal de choses à dire. Bon, mais ça, c'est médecin du travail, on doit parler de maintien dans l'emploi, orienter le patient quand on se retrouve dans une impasse vers l'assistance sociale, vers la cellule de prévention de désinsertion professionnelle pour essayer de voir si on fait un maintien au poste, si on a un reclassement interne ou externe, la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Après, tout ce qui s'offre à nous, mais que vous connaissez bien, pour essayer de prendre en charge le plus tôt possible le salarié pour voir ce qu'on va pouvoir lui proposer. Voilà, l'orientation professionnelle, bon, ça va dépendre énormément en fait de la gravité de l'asthme, du recours aux médicaments, de la possibilité de la sévérité de son asthme, bien sûr, de son âge, parce qu'on ne va pas avoir la même réflexion sur quelqu'un qui a plein de projets dans sa vie, qui a des possibilités d'être peut-être d'avoir des reconversions professionnelles, tel qu'un jeune boulanger, qu'un patient qui va être à 56 ans, qui aura fait ça toute sa vie, qui ne sait faire que ça, et donc là, il va être beaucoup plus. Va falloir, voilà, ça doit peser dans la balance aussi. Alors il y a sa santé bien sûr qui prime, mais tout ça doit peser dans la balance pour faire les choix vers une orientation professionnelle ou pas. Voilà. Puis là. L'asthme, bien sûr, comme je vous disais, la pathologie reste quand même prépondérante. Il y a des moments où on n'a quand même pas le choix, puisque maintenir le patient au poste ne nous permet pas de maintenir un état de santé suffisant. Voilà, j'ai terminé, peut-être un peu vite sur la fin, mais il est déjà 9h40. Et donc, je laisse maintenant la parole à François. Voilà. Merci beaucoup Muriel, merci pour cette présentation. Je voulais vous donner une petite précision. On avait au début, quand vous avez demandé justement à la MSA notamment à quelle substance il y avait beaucoup d'expositions, on a notamment le lavage des salles d'élevage aux ammonium quaternaires. Oui, très bien, merci. J'ai une autre question, c'était est-ce que ce support, on pourra nous le partager sur notre site avec le replay? Ok, oui, super. Bien sûr. Il y a aucun Et une autre question, selon vous, faut-il faire une spirométrie systématique lors de la visite d'embauche de tout ouvrier agricole? Alors, juste une précision, on a Marie Ranou qui a répondu: mes collègues médecins l'ont instauré en embauche en fonction des activités décrites, paillage quotidien, travail en bâtiment d'élevage fermé, lavage des salles d'élevage, boulangerie paysanne.
Alors, moi je dirais, sur un patient atopique, forcément c'est évident, on a envie quand même, alors les atopiques, hein, donc ils ont ce terrain allergique peut-être, enfin en tout cas familial, avec plus ou moins une activité des allergènes de l'environnement personnel. Je trouve bien parce que, bon, bien l'interroger sur ses symptômes avant l'embauche et avoir une exploration fonctionnelle respiratoire de base me paraît essentiel pour justement suivre, surtout en agricole, mais même ailleurs, hein, où il y a des expositions à des protéines de haut poids moléculaire. Après, sur les non atopiques, non symptomatiques, bon, avoir une ça me paraît pas inutile, mais ça me paraît pas, s'il n'y a pas de point d'appel, en faire une de façon systématique, bon, peut-être pas, mais ça peut se questionner et c'est quand même quelque chose qui est facile à faire en service de santé au travail, avoir une courbe des bivolumes au départ, donc oui, pourquoi pas. Sur la topique, j'aurais tendance à avoir une spiro complète de base, c'est pas mal. Très bien. Ben, je vous remercie. De Et rien. puis, on va laisser la main maintenant à François pour sa présentation. J'ai pas Merci été trop bien. longue, j'espère. Parfait, merci Muriel. Pour le coup, tu as bien introduit le sujet. Moi, j'ai animé la partie prévention. Donc, je représente François Veilly, hein, je suis conseiller en prévention, donc risque professionnel à la MSA Île-de-France. En petit préambule, c'était aussi pas l'intention, mais ce que je souhaitais partager à travers ce document-là, c'était partir d'un constat donc, que là, c'est une pathologie, donc il y a de multiples agents causaux, comme on vient de le voir, donc autant de situations de travail exposantes. Il y a des webinaires donc, qui sont disponibles en réflexion de réseau sur le site du Reprend, en lien avec certains dangers, H2S notamment, je crois que c'est Marie d'ailleurs qui l'avait réalisé au printemps, sur l'ammoniac, les poussières, etc. Donc, c'était pas refaire un redit de ce qui existait déjà et ce qu'on peut revoir à loisir. Et donc, je proposais plus une approche généraliste, donc ouverte au débat, et puis qui est basée sur l'expertise de chacune et de chacun, conseillers, infirmières, médecins qui pouvaient être autour derrière l'écran. Donc, voilà. Donc je repars un petit peu sur ce que nous a présenté Muriel. Voilà, Muriel, n'hésite pas, tu es garant de, j'allais dire, de ce que je dis, s'il y a des incorrections, n'hésite pas à le dire ou à le partager. Donc sur les différents types d'asthme qu'on peut retrouver en milieu professionnel, donc l'asthme allergique, donc qui est pour à peu près 80% des cas, et l'asthme induit par les irritants, 20%. Donc, vu que les premiers étaient notamment dus aux agents de haut poids moléculaire, donc on peut retrouver des protéines animales, des moisissures, des enzymes, des farines, des poussières, des spirales de foin, etc., etc. Tu disais que le milieu agricole était protecteur d'asthme allergique, point d'interrogation. Des agents de bas poids moléculaire, qui caractérisent les asthmes, en tout cas qui sont induits par les irritants. Donc, on va retrouver des biocides, parlait des ammoniums tout à l'heure, des désinfectants, poussière de bois, fumée-de les isocyanates qu'on peut retrouver dans les peintures, pesticides, ammoniac, etc., etc. Donc, ça fait quand même pas mal d'agents. Et tu nous disais aussi que le milieu agricole est décrit comme un risque, justement, d'asthme inflammatoire. Pour autant, donc, si on reste sur les 80% d'asthme professionnel, on est sur un asthme plutôt allergique. Oui. Non, mais je voulais dire, gentiment, tu reprends, c'est moi qui le dis, mais non, c'est les études que j'ai pu exploiter qui le disent. Hein. Voilà, je m'approprie rien. Hein. Voilà, c'est important. Ça marche. Ok. Le tableau donc, du régime agricole, donc 45, un extrait, donc effectivement, où on parle tableau ABCD, donc pour le coup d'asthme professionnel, donc je marque point d'interrogation, et puis les complications aussi, l'asthme aggravé. Est-ce que c'est de l'asthme aggravé par le travail? Concernant donc l'asthme, la rhinite récidiente ou l'asthme pour le coup, on voit que tout ce qui est la liste indicative, des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et manipulation ou emploi habituel dans l'exercice de la profession de tout produit. Donc le champ est très large. Donc c'est-à-dire qu'on peut, c'est la lecture que j'en fais, en fait, on peut être soit des asthmes allergiques ou soit des asthmes provoqués par des irritants. Concernant la deuxième partie, pour les tableaux BCD, donc pareil, là on est sur travaux exposition à l'inhalation de poussière, provenant notamment, que c'est pas exhaustif, j'ai de dire comme liste, donc exposition de poussière d'origine aviaire, donc,
broyage, de stockage de graines de céréales, blé, seigle, ensachage de farine, élevage de petits animaux, manipulation de foin moisis, particules végétales moisies, affinage de fromage, de chair Penicillium roqueforti, bon, il a peut-être pas que des avantages. La culture des champignons de couches, la préparation de fourrure, moi, pour moi c'est plus anecdotique, j'ai jamais eu, comment dirais-je, de cas ou de situations professionnelles à explorer sur ce champ-là, et la manipulation de traitements géniques du bois et tout travaux exposant à la poussière de bois. Où là, on serait sur cette première partie plutôt sur des allergies type professionnelles, et sur la manipulation de bois ou l'exposition aux poussières de bois, plutôt sur une allergie avec comment dirais-je, initiée par des irritants. Alors, j'expose ici différentes activités à risque, difficiles par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, et c'est bien sûr pas exhaustif du tout. Donc, on peut voir qu'effectivement, dans les élevages, on peut être exposé à des agents, sur le coup, différents agents qui nous emmènent vers des mécanismes d'asthme plutôt soit allergiques, soit irritatifs, ou les deux, mon capitaine. Manipulation de fourrage de céréales, pareil, en fait, sur les types j'allais dire, d'agents qui peuvent causer soit des asthmes allergiques ou irritatifs, des travaux dans les silos, dans les entrepôts, dans les méthaniseurs. On parlait du H2S tout à l'heure, mais pas que. Poussière concentrée, sport fongique. Donc, pareil, on peut être sur un mécanisme irritatif inflammatoire, utilisation de produits phytosanitaires, insecticides, herbicides, etc. Donc là, on pourrait être peut-être plus sur un principe irritatif. Transformation de conditionnement, meunerie, aliments. Pour bétail, séchage de plantes, on sera peut-être aussi sur un mécanisme allergique. Travaux du bois, on va parler des poussières de bois. Donc, on peut retrouver dans différentes activités, dans différentes filières, bouchonnage, scierie, jardin espace vert, création, etc. Travail dans l'essai dans les cultures plus ou moins intensives. On peut être sur des phénomènes aussi allergiques et irritatifs. Atelier mécanique, dans une exploitation, c'est rare qu'il n'y ait pas un poste à souder pour ne pas être exposé aux fumées de soudage de temps en temps. Et dans l'entretien des bâtiments d'élevage notamment, où on peut être exposé au biocide, comme le rappelait Marie dans certains élevages. Des poussières mixtes, des produits de nettoyage, de l'ammoniac, des désinfectants, etc. Donc, encore là, une quantité d'agents qui peuvent provoquer différents types d'asthme, soit irritatifs, soit inflammatoires. Donc, moi, la question que je pose, et après, j'ai pas de réponse, mais ça sera peut-être l'objet d'une discussion après. Donc, on est face à des cas où on peut être dans une même journée exposé à différents agents. Alors, quel est l'effet combinatoire, cumulatif, l'effet cocktail, je ne sais pas, en fait. Et effectivement, si on parle de l'exposition, même l'ensemble des expositions qui rejoignent aussi auxquelles on est exposé, alors, et dans le champ professionnel et personnel, ça complexifie, j'allais dire, la caractérisation justement des expositions. Donc sur les préventions, donc effectivement, on a parlé tout à l'heure de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors l'asthme professionnel, effectivement, pour prévenir, on sera peut-être plus sur de la primaire, comme disait Muriel aussi tout à l'heure. Asthme aggravé par le travail, peut-être on va être sur le secondaire ou le tertiaire. Donc effectivement, alors je veux dire, tout préventeur, que ce soit un conseiller, une infirmière, un infirmier, médecin, effectivement, lors de la rencontre avec la personne, l'interview, l'entretien permet effectivement déjà de peut-être savoir s'il y a des signes avant-coureurs, certains symptômes qui pourraient suspecter soit un asthme ou une rhinite. Alors j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une sorte de continuum entre la rhinite et l'asthme, et donc peut-être que les premiers signes de rhinite sont peuvent être détectés prématurément. Voir aussi quelle est la chronologie d'apparition des symptômes. La rythmicité aussi par rapport aux activités, effectivement, si les week-ends ou lorsque je ne travaille pas, j'ai plus de symptômes, peut-être qu'il y a un fort lien avec une activité. Après, on a vu qu'il y avait un milieu agricole où on pouvait être exposé à une foultitude pour le coup d'agents et donc de possibilités de contracter, si je puis dire, un asthme. Alors l'expologie peut nous donner un moyen aussi pour
caractériser au mieux l'exposition, on a vu que c'était pas forcément simple, notamment de par les dangers. Donc les dangers, ils sont multiples, hein. Donc les produits, les substances qui seront à la source justement de l'asthme, l'activité, donc interroger tout ce qui est méthode de travail, le milieu, la matière, les matériels utilisés, les modalités d'exposition aux dangers, notamment au cours des 2 premières années. Je crois que pour effectivement, mais notamment peut-être pour les apprentis, parce que effectivement une exposition, j'allais dire pendant les deux premières années seraient des facteurs, comment dirais-je, notamment importants pour déclencher un asthme. Et effectivement, des susceptibilités génétiques et donc, comme je disais, cette exposition au cours des 2 premières années sont des facteurs, j'allais dire, entre guillemets, aggravants, je sais pas si c'est le terme, pour développer un asthme professionnel. Donc, identifier les dangers, où ça peut être intéressant parce qu'effectivement, on va vers 2 types d'asthme, hein, asthme pour le coup inflammatoire ou allergique et un autre plus provoqué par les irritants. Donc, laquelle, une fois effectivement qu'on a détaillé les activités et possiblement les plusieurs activités, ou si on vient sur une activité, c'est peut-être voir ce qui se passe avant et ce qui se passe après, pour identifier pourquoi pas différents dangers. Donc, est-ce qu'on est plus sur un irritant, une substance inflammatoire, et donc pour le coup, ça peut orienter en termes de prévention, soit partir sur une approche de prévention sur le risque chimique versus risque biologique. Donc si on est plutôt face à un irritant, on va plus partir sur une évaluation du risque ou une manière de prévention qui vont se rapprocher du risque chimique. A contrario, si on est plus sur un asthme allergisant, peut-être sur un risque biologique. Donc les différents les agents irritatifs, donc pour le coup, on a vu qu'il y avait les biocides, les désinfectants, poussière de bois, fumier de soudage, champagne, c'est des meilleurs. Donc effectivement, repérer ces agents-là, peut-être déjà sur les étiquettes de sécurité, sur certains produits où on peut déjà identifier assez facilement des agents qui seraient irritants, avec les phrases de risque et les pictogrammes associés. Effectivement, les fiches de données de sécurité nous renseignent encore plus précisément. Des fiches toxicologiques, aussi sur le site de l'INRS, peuvent donner de nombreuses indications. Pour caractériser aussi l'exposition, pour le coup, on est plus sur la quantité que la qualité, faire des mesurages d'ambiance, notamment en lien avec les valeurs limites d'exposition professionnelle, peuvent renseigner justement sur le niveau d'exposition. Alors, les VLEP sont soit contraignantes, soit ou indicatives, mais si elles ont cette valeur, donc pour le coup de nous donner des informations, elles ne prennent pas en compte justement l'influence soit de la charge de physique ni de l'ambiance de travail qui peuvent accélérer le débit ventilatoire pour le coup et accentuer la pénétration de substances. Et puis elle est établie pour des individus standards, sans pathologie ni susceptibilité particulière et qui ne tient pas compte des polyexpositions. Donc, c'est une indication, mais c'est loin d'être l'alpha et l'oméga de l'exposition. Alors, si je prends le cas par exemple, de la poussière de bois, je me retourne justement vers le tableau des valeurs limites d'exposition professionnelle où on dit que pour la poussière de bois, on veut être 1 mg par mètre cube pendant 8 heures. Pour autant, on a vu que la poussière de bois était un agent irritatif, donc il pouvait aussi déclencher des asthmes. Maintenant, la poussière de bois, c'est considéré comme un agent CMR, notamment du fait que, je reviens un peu du travail, je reviens un petit peu de réglementation, mais effectivement, les CMR de catégorie, les produits de catégorie 1A et 1B donc, sont considérés comme CMR, mais également les substances qui sont définies dans l'arrêté du 26 octobre 2020, donc j'ai mis l'article 1, et les travaux exposant aux poussières de bois inhalables. Donc pour le coup, ça nous envoie quasiment sur un autre tableau des maladies professionnelles, même si effectivement on voit qu'il y a un lien direct avec le tableau qu'on a pu énoncer tout à l'heure, à savoir le 45. Donc effectivement, la poussière de bois, ça peut nous poser ce danger que représente la poussière de bois peut
peut nous soit provoquer un asthme, mais pas que, mais aussi, pourquoi pas, des cancers. Donc, un danger, on a différentes conséquences possibles, donc une gravité différente, donc, en termes d'évaluation du risque. Maintenant, est-ce que c'est même combat pour l'un et pour l'autre? On va essayer d'approfondir un petit peu, de voir après ce qu'on peut mettre en place, les mesures de prévention. La poussière de bois, donc effectivement, les travailleurs qui sont exposés à la poussière de bois, donc ils bénéficient, eux, d'un suivi individuel renforcé, et aussi les travailleurs qui sont exposés donc aux agents CMR, donc, partie des poussières de bois, doivent être bien renseignés ou inscrits dans la liste des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents CMR. Donc là, le but, c'est d'assurer la traçabilité des expositions qui est envoyée ensuite au service de santé et sécurité au travail. Donc, si je passe sur des mécanismes, j'allais dire, allergisants, alors pareil, il y a eu un webinaire fait sur comment dirais-je, la prévention liée à l'exposition aux poussières, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur ce tableau, d'ailleurs, je crois qu'il vient de l'INEA, c'est une copie, on voit qu'il y a une granulométrie, ou en tout cas une taille des particules qui font qu'elles vont pénétrer plus ou moins loin dans l'appareil respiratoire. Maintenant, on parlait tout à l'heure de concentration, de quantification, ou de quantification, j'allais dire, de ce qui pouvait être émis ou toléré dans les espaces de travail de manière générale. Alors, pour les particules sans effet spécifique, les poussières, voilà, inhalables, doivent être au maximum de 4 mg par mètre cube pendant 8 heures, et celles qui inhalables totales, et pour les poussières alvéolaires, donc on doit être sur 0,9 mg par mètre cube. Donc ça donne aussi une indication, effectivement, faire des mesures d'ambiance, notamment, permet déjà de savoir si on est en dessous ou en deçà des seuils. Alors, effectivement, je parlais de locaux à pollution spécifique et non spécifique. Donc, c'est-à-dire que les locaux à pollution spécifique c'est là où la pollution est liée à la seule présence de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça, peut-être les bâtiments tertiaires. Et les locaux à pollution spécifique, donc ce sont les locaux dans lesquels on peut retrouver des substances dangereuses ou gênantes, donc c'est un bien grand mot, qui veut dire beaucoup, émis sous forme de gaz, de vapeur, aérosol, solide, liquide, et aussi les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes. Donc voilà par rapport à ça. Et effectivement, en termes, ça peut, pour rejoindre une mesure de prévention, on parle de ventilation. Donc effectivement, dans ces locaux, une ventilation doit être assurée. Je ne fais pas une extension à l'article du travail, mais effectivement, la ventilation des locaux permet effectivement de limiter, de dépolluer entre guillemets les locaux. Et donc effectivement, je parlais tout à l'heure un petit peu de signe de granulométrie de taille, donc notamment sur les poussières inhalables totales et les poussières alvéolaires, on voit un petit à quel, j'allais dire, quels effets peuvent avoir différents agents en fonction de jusqu'où elles pénètrent. Donc, agent allergisant, agent inflammatoire, tout à l'heure, je parlais de risques biologiques. Alors, effectivement, il y a des agents biologiques. Alors, tout ça, c'est encadré aussi par le code du travail, donc, ou micro-organismes qui sont susceptibles de provoquer une infection ou une allergie, une intoxication. Donc, parmi ces agents biologiques, il y a 4 classes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y a un gradient, en fait, j'allais dire, de dangerosité par rapport à ces agents. À savoir que, effectivement, les salariés qui sont exposés aux agents biologiques 2 doivent bénéficier d'une visite d'information de prévention. Et les salariés exposés aux agents biologiques groupe 3 et 4, eux, doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé. Et je reviens donc sur un agent biologique pathogène qu'on peut nous retrouver notamment dans les allergisants, notamment l'Aspergillus fumigatus,
autrement dit une moisissure, qui est un agent biologique du groupe 2. Et effectivement, à partir, donc pour ces agents biologiques pathogènes, donc on retrouve dans les groupes 2, 3, 4, des mesures de prévention obligatoires à mettre en place. Sauf si une évaluation des risques n'est pas une évaluation de risque spécifique, c'est à la conciliation. Et puis si l'activité n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique. C'est-à-dire que si l'agent biologique se trouve là, ne rentre pas, je veux dire, dans le processus de fabrication normale. On peut le retrouver dans l'ambiance de travail du fait de l'activité, mais pas provoqué par l'activité, mais pas on ne l'ensemence pas. Donc alors effectivement, ces mesures de prévention, elles ont intérêt, alors si elles sont pas obligatoires, mais aussi de renvoyer à des mesures de prévention qui font tout aussi bien toucher l'organisation du travail que la technique, les équipements de protection collective individuelle, les mesures d'hygiène, bien sûr, et des procédures en cas d'accident. Donc là, on est plutôt sur les groupes 3 et 4. Alors, la prévention, de manière générale, elle est basée sur les 9 principes de prévention. Donc, je les ai pas rappelés, mais on va essayer de supprimer. Alors là, on est peut-être plus pour le cas des tout ce qui va être agent irritant, évidemment sur la suppression, la substitution, l'éloignement du danger. Essayer de minimiser les quantités d'agents, la fréquence et bien d'exposition. On parlait tout à l'heure, et le niveau d'exposition. Donc, recourir aussi à des méthodes peut-être de travail moins dispersives. Produits de liquide subversé sur un chaudron plutôt qu'un spray. On peut avoir donc, effectivement nettoyer régulièrement les locaux, confiner au maximum les sources d'émissions, mécaniser des tâches ou des activités, capter au plus près des émissions. Alors c'est des choses qui vont peut-être qui semblent assez simples, mais effectivement c'est qui vont assez de soi, mais il est toujours bon de les rappeler. Je parlais tout à l'heure, effectivement, éviter les méthodes de travail les moins dispersives. Ça peut être recourir à l'aspiration plutôt qu'au soufflage ou au balayage. On a tendance à remettre en suspension parfois des agents. Donc effectivement, mais c'est une fois qu'on a mis en place soit des mesures, j'allais dire, soit organisationnelles ou techniques, notamment sur les installations, pour qu'elles restent efficaces dans le temps, faut penser effectivement à leur maintenance, à les contrôler, savoir si elles assurent bien le degré de protection voulu, le contrôle des atmosphères de temps à autre, régulièrement, j'allais dire, et même envisageable. La formation des personnels, bien évidemment, qui est importante. Donc, on rejoint vraiment la base des 9 principes. Et juste un petit point, alors désolé pour ce tableau qui est peut-être un petit peu illisible, mais les certifs biocides qui sont de plus en plus utilisés, malgré tout, pour pouvoir les utiliser, il existe maintenant les certifs biocides. Ça, c'est depuis 2024. Je ne l'ai pas vu tellement mis en place sans des entreprises. Donc, le but, effectivement, comme le certificat, c'est d'apprendre à utiliser ces produits-là de manière la plus sûre. Donc, et notamment pour les désinfectants, les produits algicides, etc. Tous les produits qui sont destinés à désinfecter, notamment les surfaces, pour pouvoir les utiliser. Peut-être pas pour les utiliser, mais effectivement pour le distributeur, l'acquéreur, le décideur, on doit disposer de ces certificats biocides. Donc c'est quand même un moyen de prévention, c'est dire avant de recourir ou d'acheter ou d'envisager l'utilisation d'un produit comme celui-ci, je dois être formé. Là j'ai mis quelques photos, illustrations vécues et pas que, où je suis désolé pour la qualité des photos, j'ai été obligé de réduire la taille parce que sinon un gros document, en élevage avicole, où de manière générale, on peut être exposé à de l'ammoniac, et donc ce serait plutôt sur un phénomène, un irritant. Maintenant, effectivement, là, quand je me déplace au sein de mon poulailler, je peux avoir aussi de l'ammoniac, mais pas que, mais aussi des poussières de paille. Donc, je vais dire, est-ce qu'il y en a un qui est prééminent sur deux? Maintenant, le but, on va voir, c'est aussi de protéger les voies respiratoires, sur le risque respiratoire, et l'appareil respiratoire en soi, c'est une chose. Maintenant, il y a différents types de protection. Là, je viens sur la protection individuelle. Par exemple, si on parle en termes de prévention, si on veut vraiment faire sinon de la prévention primaire, c'est qu'on peut dire,
peut-être que pour éviter le dégagement notamment d'ammoniac, peut-être en élevage intensif, plutôt aller vers l'extensif et ou sortir les animaux plus souvent ou pailler plus fréquemment pour éviter qu'il y ait de l'ammoniac qui soit, je veux dire, en circulation. Sur la photo, après, effectivement, là, on est dans un zoo, c'est pas la fosse aux lions, mais c'est l'endroit où, dans les lions, où là, des expositions d'ammoniac terribles. Alors, on n'a pas encore eu le temps de mettre en place des mesures, mais vous entrez dans ce local-là et en 2 minutes, il y a les yeux qui pleurent, donc c'est assez prenant. Des expositions assez récurrentes, notamment lorsque l'exploitant souffle sa moissonneuse batteuse, on peut enlever les poussières, éviter notamment les risques d'incendie et puis garantir un bon fonctionnement de la machine. Donc là, on peut être exposé à pas mal de poussière, donc on va être peut-être plutôt sur un phénomène donc allergique. On a parlé d'utilisation des produits de nettoyage. Là, on est vraiment sur plutôt quelque chose d'irritant. Dans les box de centre équestre, alors ça dépend effectivement où on en est, mais lors du paillage, on peut dire que peut plutôt être exposé à un phénomène donc à de la paille, donc des poussières de paille, donc plutôt sur un phénomène allergique. Là, il s'agit d'une unité qui est en cours de construction, de transformation du chanvre. Donc effectivement, il y avait beaucoup de poussière. Enfin, c'était pas encore installé, mais je l'ai vu en fonctionnement beaucoup de poussière et un risque que je leur avais demandé de vigiler, qui n'avait pas vraiment été pris en compte et des teneurs en poussière assez incroyables. Enfin, bref. Dans les silos, effectivement, les silos ici, on peut avoir notamment lorsqu'on vide les fonds de silos, on nettoie les silos, l'exploitant peut être exposé à pas mal de poussière. Donc, alors si c'est de la poussière, si on est en conventionnel, il y a peut-être aussi en plus comment dire, des produits chimiques. Donc, est-ce qu'on va être plus sur un phénomène irritatif que sur un problème allergique non, on est peut-être plus quand même sur de la poussière, donc plus sur de la poussière de céréales. Des choses qui sont assez classiques pour nettoyer soit son matériel, soit ses poussiérés, j'allais dire, on utilise la soufflette. Donc là, on peut être exposé à des poussières notamment végétales. Donc là, je crois que c'était chez un paysagiste. Effectivement, c'est qu'on voit un petit peu partout. Pour se dépoussiérer, on va utiliser la soufflette pour mettre en suspension pas mal de poussière. Donc, pour le coup, on va pouvoir réanimer après. Donc, ça fait des procédés aussi qu'on peut voir dans des situations de travail qu'on peut voir qui sont assez exposantes. Pareil, ici en bas, souvent le balai pour soit pousser, pour nettoyer, bref, qui va lui aussi remettre en suspension de la poussière. D'autres situations de travail, donc à droite, un atelier de découpe de bois où là, sur l'image du bas, on peut voir qu'on a beaucoup de poussière, donc poussière de bois, même si donc là il y a une protection sur ce système-là, il y avait un système d'aspiration, je veux dire à la source, donc qui fonctionnait pas. Donc il peut y avoir des systèmes de ventilation, d'aspiration, de captage à la source, mais si effectivement il ne fonctionne pas, je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait sur l'entretien, c'est pas effectivement le dispositif va être là, mais il va pas être fonctionnel ou opérationnel. Là, par exemple, dans un semoir, des semences qui sont traitées, effectivement, je vais être exposé à de la poussière. Après, dans la méthode, effectivement, comment je vais déverser ma semence. Donc la méthode est bien évidemment compte pour favoriser l'émission de poussière. Maintenant, je peux être quand même exposé à des poussières. Donc pour le coup, là, sur des semences qui sont traitées, j'ai peut-être plus sur un risque irritatif, donc pour le coup, que sur un phénomène de poussière allergique. Là, pareil, dans un zoo où on nettoie les cages des animaux ou avec un balai, une pelle, où on met pas mal de poussière en suspension, donc de la poussière, là c'était des copeaux de bois, mais qui pouvaient être aussi imprégnés d'urine, fesses, etc. d'animaux. Ici, dans un atelier de transformation, d'ensachage, de plantes aromatiques, tisanes, etc. Hormis le fait qu'on travaille sur un escabeau, c'est pas top.
exposition donc justement à des poussières de végétaux, donc qui peut être d'un côté soit irritantes, soit allergiques. Pommes de terre, ici, triage de pommes de terre, pas mal de poussière végétale. Et puis, on voit aussi dans qui développe beaucoup de boulangers paysans où effectivement, l'ensachage, et pas que, hein, effectivement, tout le processus de fabrication du pain qui expose aussi à la poussière de farine. Alors, c'est pas mis dans l'ordre. La farine, en fait, qui expose à un phénomène allergique. Alors, étonnamment, pour la farine, il n'y a pas de valeur limite d'exposition professionnelle. Il faut se tenir à ce qu'on a dit précédemment sur les cas généraux, même s'il y a des pathologies qui sont reconnues. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un trou dans la raquette par rapport à la farine, mais voilà, en tout cas, la farine, bien évidemment, il y a des pathologies assez graves qui sont liées à la farine. Alors, des équipements, une fois, je viens sur des équipements de protection collective, mais on a évoqué les 9 principes de prévention. Donc là, une fois qu'on a analysé l'activité, qu'on a pu travailler sur les méthodes, sur comment dirais-je, les différences, on a pu limiter les expositions substituées, etc., etc. On peut en venir effectivement sur des équipements de protection collective individuelle qui viennent assez tardivement dans les 9 principes. Ça peut passer, alors là on est sur le peut-être de la prévention primaire, notamment pour des exploitants agricoles, et c'est étonnant, c'est que, en tout cas dans notre région, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'il y a différentes classes de cabines de tracteurs et qui sont incapables de dire de quelle catégorie est leur cabine de tracteur. Et on voit qu'effectivement certaines permettent quand même de se protéger soit contre les poussières, les aérosols ou les vapeurs. Et donc, pour le coup, lors des différents travaux, soit si je suis en conventionnel, d'épandage de pesticides, quand je fais les moissons, etc., qui peuvent, suivant les temps, la catégorie de cabine, me protéger plus ou moins bien. Donc, il y a peut-être des choix qui peuvent s'opérer déjà à l'acquisition du matériel pour, au moins sur cette activité, cette phase d'activité-là, ou l'utilisation de tracteur, limiter les expositions. Les suceaux à grains pour vider les fonds de silos, donc qui permettent effectivement d'aller chercher les derniers grains qui sont parfois au fond du silo. Donc, vous savez éviter aussi des troubles musculoskélétiques, des interventions peut-être en espace confiné, mais aussi, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, des expositions à la poussière. Alors, on parlait en termes justement aussi peut-être de conception. Il existe des planchers vibrants qu'on peut mettre en fond de silo, donc qui vont permettre justement de limiter la stagnation, la stagnation du grain, et d'avoir à rentrer et pour le coup balayer ou sortir à la pelle du grain qui sera accumulé en fond de silo. Bon, l'aspirateur, c'est un classique, mais on voit quand même beaucoup de balais qui est utilisé, donc qui remet en suspension pas mal de poussière. Des systèmes d'aspiration donc sur bras pour faire du captage à la source. Là, c'était dans un atelier de triage de plantes médicinales. Donc effectivement, ces équipements de protection collective qui parfois ne dispensent pas de protection individuelle. Donc justement sur la prévention, les différents EPI, alors on est sur les voies respiratoires, hein, donc je me focalise sur ces équipements-là, je serai assez rapide. Hein. Après, effectivement, c'est les EPI, il y a les vêtements aussi, hein, si j'ai des vêtements de travail aussi qui sont, comment dirais-je, sur lesquels on puisse mettre différents agents de la poussière et autres, peut-être qu'il va falloir que, pour éviter de m'exposer en les retirant, les mettant, le nettoyage, voilà, ce sont aussi des mesures de prévention à prendre par rapport à ces autres équipements de protection. Alors, de cet équipement de protection individuelle que sont les masques. Je ne vais pas rentrer, pareil, dans un explicatif bien particulier, simplement, de manière générale, les EPI, il y a une sorte de trilogie, triptyque gagnant, là, ça semble évident, mais approprié au risque. Donc, en ce qui nous concerne, là, sur les types de masques, déjà, si on intervient dans un endroit fermé, s'assurer déjà que la teneur en oxygène, elle est au moins supérieure à 17 degrés, parce que ça va orienter vers le type, effectivement, de protection individuelle. Est-ce que j'ai plutôt affaire à des poussières et des aérosols, ou plutôt à des gaz et des vapeurs? Quelle taille d'aérosol? Quel type de gaz et vapeur? Les mesures, on a parlé des mesures d'ambiance qui peuvent nous permettre aussi d'orienter vers des choix de protection des voies respiratoires, notamment voir si les valeurs limites d'exposition, alors qu'elles soient
contraignantes indicatives ou celles qui sont assez génériques aux locaux à pollution spécifique, bah, effectivement, ça va nous emmener vers différents types de masques. Deuxième, faut que le masque il soit adapté aux travailleurs. Donc, on parle de morphologie, de forme de visage. Est-ce que je porte de la barbe? Est-ce que j'ai des problèmes, pourquoi pas aussi de peau? Est-ce que je porte des lunettes, des lentilles qui peuvent faire que ça va m'orienter aussi peut-être vers un type de masque. Et puis, compatible avec l'activité, on en a parlé tout à l'heure, on vient de l'évoquer. Effectivement, si j'ai un travail physique, si je travaille sous les fortes chaleurs, si j'ai de l'humidité, est-ce que j'ai besoin d'un champ visuel important, travailler avec un masque, surtout le travail physique, c'est pas toujours facile. Ça peut occasionner de la buée, donc ça peut aussi, on peut aller sur des cagoules ventilées, sur des masques autonomes, etc., etc. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qui sont à prendre en considération. Mais là encore, c'est la caractérisation un petit peu de l'exposition, de l'analyse de l'activité qui va permettre d'aller chercher ces éléments-là. Les masques FFP1, FFP2, en fait, la grande différence entre ces trois catégories-là, c'est en termes d'efficacité que ça joue. C'est pas par rapport à un diamètre ou comment dirais-je d'agent. C'est plus donc en termes d'efficacité. Donc, plus effectivement, on peut dire que plus on est sur des agents dangereux, on va plus tendre vers le type FFP3, notamment pour tout ce qui est poussière. Alors vite fait, c'est pas non plus exhaustif pour les différents les demi-masques ou les masques complets donc à cartouche. Il y a un code couleur qui permet de savoir comment dirais-je d'identifier quel type de protection offre cette cartouche. Donc P, ça va être plus la poussière, donc on va être plus sur les phénomènes allergiques. Et puis les couleurs brun, gris, jaune, vert, rouge, il y a d'autres couleurs, c'est pas exclusif, mais ce sont les principales. On va être plus sur un agent, j'allais dire irritant, sous forme de gaz. Effectivement, on voit de l'ammoniac. Tout à l'heure, on cherchait à s'en protéger, mais pourquoi pas aussi de particules solides. Donc, il existe des masques, des cartouches combinées qui permettent justement d'offrir un large spectre de protection, et aussi bien pour les gaz, et aussi bien aussi peut-être pour des particules ou des poussières. Pour les pesticides, alors c'est un exemple. Bien évidemment, il faut aller chercher la fiche de données de sécurité dans laquelle, je crois que c'est au chapitre 8, où sont décrits généralement les EPI. Parfois, c'est très succinct, mais parfois, on a vraiment le type d'EPI. Alors, je reste sur l'EPI respiratoire, la protection des voies respiratoires. On nous donne le type de filtre ou de cartouche à mettre. Donc, effectivement, on voit qu'un filtre A, B, E, K1, c'est par rapport à la capacité. Je crois que ça va jusqu'à 3, donc plus ce chiffre-là est grand, plus la capacité, j'allais dire, est importante. Et puis les poussières. Donc effectivement, ça peut présenter une protection assez totale, assez globale. Après, alors on a bien des masques, on en voit souvent en formation. Maintenant, qu'en est-il du stockage? Souvent, ils sont misés dans un endroit où il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir d'autres substances. De manière générale, les EPI, pour les produits phyto, ils doivent pas être mis dans le local phyto, ils doivent être mis à l'extérieur, bien évidemment. Quid de l'entretien, du nettoyage? Est-ce qu'on veille à remplacer les cartouches ou les filtres périodiquement? On voit sur la photo, là, c'était pas vraiment le cas. Alors, effectivement, on peut dire j'ai un masque. Alors, déjà, est-ce que c'est le bon masque? Est-ce que c'est le bon masque ou est-ce que c'est la bonne cartouche? Comment il est entretenu? Etc. Des questions qu'il est bon à se poser. Et puis, effectivement, c'est d'aller voir après dans la notice d'utilisation, avec quel que soit le type de masque, qui va nous renseigner sur son utilisation et son stockage. Donc, je veux dire, les conditions de réussite, peut-être pour prévenir de l'asthme, identifier et évaluer les risques. Alors, je repars sur des choses assez génériques, mettre en place des mesures de prévention. On a vu, c'est l'intérêt, mais même si on parle d'une pathologie, on ne parle pas d'un risque, qui peut être des mesures bien évidemment humaines, information, organisationnelles, techniques, évidemment économiques. Dans une approche dynamique, document unique d'évaluation des risques professionnels qui reste, j'allais dire, l'entrée pour document unique du RP qui doit être réalisé, donc comme on disait, soit avec le CSE comme dans les entreprises, où il y a des CSE, ou avec les salariés, ou encore aussi avec l'aide de
de la MSA et de l'équipe santé et sécurité au travail, d'identifier les risques, de les évaluer, de voir quelles mesures de prévention on peut mettre en place, et bien évidemment partager avec les travailleurs. PapriPact pour les entreprises de plus de 49, qui est un plan d'action qui découle du document unique. On parlait de prévention primaire, effectivement, il y a dans bien des situations où l'aménagement de locaux de travail, c'est réfléchir à l'activité, quels produits on va utiliser, si on reste sur le risque de l'asthme, quels produits va-t-on utiliser, dans quelles conditions, les conditions de réalisation, et pour pouvoir concevoir un espace, je veux dire un espace ou un lieu de travail qui satisfasse la qualité d'usage de manière générale et limiter les risques. Des registres de sécurité où on peut consigner les vérifications générales périodiques. Il y a certains éléments qui doivent être vérifiés annuellement. Et donc, effectivement, ça peut être intéressant de consigner ces éléments-là. La surveillance médicale adéquate, on a vu que suivant l'exposition à tel ou tel agent, il y avait des suivis médicaux à mettre en place qui permettent aussi de vigiler un petit peu l'état de santé des travailleurs de manière générale. Et puis, effectivement, après, je fais un peu de promotion, c'est comment dire, se faire accompagner par le service santé et sécurité au travail des MSH. Donc en conclusion, l'asthme professionnel, donc on est sur des agents causaux alors qu'ils sont présents dans de nombreuses situations de travail, donc et soit simultanées et ou successives. Effectivement, c'est pas forcément très facile à appréhender de manière générale. Maintenant moi, le fait de faire cette présentation, j'ai compris que oui, effectivement, l'asthme effectivement était présent, enfin en tout cas l'asthme était présent. Les facteurs causaux de l'asthme étaient un petit peu partout autour de nous. Donc, des approches de prévention semblables sur risque chimique pour les irritants, soit plutôt biologique pour tout ce qui va être agent allergisant. Mais globalement, on repart sur les 9 principes de prévention: élimination, substitution, limitation d'exposition, adaptation des méthodes et des modes opératoires, éloignement, ventilation, aspiration, EPI, formation, information. Donc, on a vu qu'effectivement, il y avait des facteurs personnels aussi qui étaient à prendre en considération, et aussi l'intérêt peut-être d'intervenir sur soit des cas avérés. Là, il faut que je rencontre un exploitant agricole qui m'a fait part qu'il avait de l'asthme. Donc, je ne sais pas quel type d'asthme, je n'avais pas encore fait de support, donc effectivement, je serai un petit peu plus précis dans mon questionnement. Donc, effectivement, l'équipe pluridisciplinaire en santé et sécurité au travail est quand même de répondre un petit peu à, je veux dire, plus que des déterminants qui sont liés à la personne. Il y a des facteurs soit personnels ou médicaux. Nous, en tant que conseiller, on n'a pas accès au dossier médical des personnes. Et puis après, quid des polyexpositions. Donc comment tout ça fonctionne, je ne sais pas. Des ressources, effectivement, donc on reprend les différents webinaires qui ont été complémentés un petit peu, sur lesquels se sont appuyés la présentation. De l'INRS, de la MSA, les appareils de protection individuelle, donc l'utilisation de l'INRS, et puis de 2 documents de l'INRS qui sont assez récents sur l'asthme et rhinite allergique professionnelle et l'asthme professionnel induit par les irritants, c'était le sujet du jour, qui sont aussi très éclairants. Et puis voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, merci beaucoup, François. Je vais avoir des petites questions et j'ai aussi quelques précisions. On a notamment pour les agents irritatifs de type produit de lavage, j'interroge également la concentration réelle d'usage versus les préconisations du fabricant. Beaucoup de pratiques de surdosage, notamment dans les procédés dispersifs tels que la diffusion de mousse sur les surfaces. Assez facile à faire corriger. On avait ensuite alors la question qui fait les mesures poussière environnement travail? Il y a, alors on peut faire appel soit à des prestataires, je pense à des organismes comme la PAV, Socotec, enfin voilà, des organismes, je veux dire, qui sont référencés, qui peuvent faire ces types de mesures. Ok, très bien, merci. Merci de montrer l'usage de la soufflette, qui est vraiment un procédé surutilisé en agricole et qui augmente vraiment l'exposition. On a du travail à faire là-dessus. Je confirme. On avait aussi, il manquerait un modèle de casquette ventilée.
Alors Oui. entre voilà. Il était, enfin, je sais pas, il était sur la slide que je présentais, on voyait un modèle de cagoule ventilée, effectivement, qui est très apprécié chez des exploitants agricoles, notamment pour tout ce qui va être soufflage, moissonneuse-batteuse et intervention dans les silos, notamment pour vider quand ils n'ont pas de suceuse à grains et quand effectivement pour éviter d'être exposé aux poussières. Ok, merci. Et là, on avait aussi une notification sur les bras aspirants. La CARSAT m'avait fait le retour qu'il constatait une utilisation trop loin de la source, voire au-dessus de la tête du travailleur, et quand le procédé d'émission du polluant est mobile, soudage sur une grande pièce par exemple, le bras ne suit pas dans la réalité le geste. Sur le cas du soudage, il vaut mieux une torche aspirante. Merci. Ouais. Voilà pour Merci, les... merci de ces précisions, effectivement. Parce que là, le soudage, moi, effectivement, le soudage, comme je disais, dans l'exploitation générale agricole en général, mais c'est le régime agricole, c'est tellement vaste que c'est difficile, c'est pour ça d'aller sur un cas précis. Mais effectivement, il y a toujours un poste de soudure on sait que ce sont des soudures qui sont faites assez rapidement, dans quelles conditions, et bien généralement, hormis dans des ateliers où c'est vraiment, où il y a du soudage régulier, il y a ce type comment dire, choix de bras, et peut-être encore mieux, donc pour le coup, cette torche d'aspiration. torches C'est plus aspirantes. fréquent. Et c'est aspirante, ouais. Et pour le coup, je ne sais pas s'il y aura des questionnements, mais moi, je n'ai pas la réponse sur ces expositions multiples, et quasiment au cours de la journée, on peut être exposé à ces différences allergisantes ou irritants. En plus, la soufflette rend sourd, vu dernièrement lors de la formation sur la FE. Tout à fait. Ah oui. Ça rend sourd, donc il y a du bruit, il y a un jet d'air donc qui peut être qui est assez puissant, et pour le coup, si on l'oriente mal et si on l'applique sur le visage, je pense que ça peut faire des dégâts aussi, pas qu'aux oreilles. Donc effectivement, je veux dire que c'est pas à proscrire, mais c'est pas on va au plus simple, en général, ce qui semble le plus simple, mais ce qui est le plus simple n'est pas le moins exposant. Mais c'est vrai que la souplette, c'est un sujet. Dans tous les compartiments, dans de nombreuses situations de travail. C'est trop présent. Ben, pour le moment, nous n'avons plus de questions. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à notre webinaire. Donc, merci aux deux intervenants. Merci à tous. Vous retrouverez le replay de ce webinaire avec également les deux diaporamas sur notre site www.acept.org. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire. Bonne journée. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Au revoir.